Mon mari a emmené toute la famille fêter sa promotion, sauf moi. Avant de partir, il s'est tenu sur le pas de la porte, ajustant sa cravate, et a dit « N'oublie pas de finir les restes dans le frigo ». J'ai croisé son regard l'espace d'une seconde, ces mêmes yeux que je regardais depuis 27 ans, et j'ai simplement répondu « D'accord ». Ensuite, j'ai fait mes valises en silence, j'ai écrit la lettre et je l'ai laissée sur la table de la cuisine. Le lendemain matin, lorsqu'ils sont rentrés et ont vu ce qui se trouvait à l'intérieur, leur monde si confortable s'est fissuré. Je m'appelle Sylvie Dubois. J'ai 52 ans. Au cours des 6 dernières années, j'étais devenue guère plus qu'une gouvernante à domicile dans la maison que j'avais contribué à construire et que j'avais payée avec mes propres économies. Mais ce jeudi soir de début octobre, quelque chose s'est finalement brisé. Marc a fait irruption par la porte d'entrée avec cette démarche énergique qu'il avait quand nous étions plus jeunes. Chloé le suivait de près, faisant défiler l'écran de son téléphone, planifiant déjà la publication de Victoire pour ses réseaux sociaux. L'odeur de son parfum, quelque chose de nouveau et de cher, a rempli la cuisine où j'essuyais les plans de travail après avoir préparé le dîner pour la famille. « Chérie, ils me l'ont donné », a-t-il annoncé en desserrant sa cravate avec un sourire satisfait. Directeur régional, grosse augmentation de salaire, des actions d'entreprise, la totale. Une lueur de fierté sincère m'a réchauffé le cœur. Malgré la distance grandissante entre nous, je voulais toujours le meilleur pour lui. J'ai posé le torchon et je me suis avancé. Marc, c'est fantastique. Je suis vraiment fier de toi. Avant que je puisse suggérer que nous fêtions cela ensemble, les talons de Chloé ont claqué sur le parquet. Nous allons au Georges V ce soir. Les enfants nous y rejoignent et mes parents font la route depuis Rouen. Ça va être parfait. J'ai attendu que Marc dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a regardé sa montre. Chloé m'a offert ce sourire si bien répété qui n'atteignait jamais ses yeux. Ce dîner est vraiment plus pour l'équipe proche et la famille qui ont fait partie de l'aventure au travail, Sylvie. Tu comprends? Les mots ont atterri avec une précision chirurgicale. J'étais sa femme. J'avais soutenu sa carrière à travers chaque nuit blanche, chaque menace de licenciement, chaque déménagement. J'avais élevé nos enfants pendant qu'ils voyageaient. Et pourtant, j'étais là, effacé de son plus grand moment professionnel. Marc appelait déjà Maxime. Ouais, mon grand. Ton vieux père a enfin réussi. On se voit à 20h. Il a jeté un coup d'œil en arrière vers moi. Il reste du bœuf bourguignon et de la salade d'Hier dans le frigo. Ça devrait largement te suffire pour ce soir. Chloé lui a touché le bras. On devrait y aller, mon cœur. Il va y avoir des bouchons sur le périph'. Je les ai regardés rassembler leurs affaires, Marc dans le costume bleu marine que j'avais récupéré au pressing 2 jours plus tôt, Chloé dans une robe noire élégante qui coûtait probablement plus cher que mon budget course du mois. Il riait de quelque chose lié au travail en se dirigeant vers le garage. Marc s'est arrêté juste assez longtemps pour déposer un baiser furtif sur ma joue. « Ne m'attends pas », a-t-il dit. La porte s'est refermée derrière eux dans un léger clic. Le silence qui a suivi m'a paru plus lourd que d'habitude. Je suis resté immobile dans la cuisine pendant plusieurs minutes, écoutant la porte du garage se fermer avec un grondement et la voiture s'éloigner. Par la fenêtre, leurs feux arrière ont disparu au bout de notre rue bordée d'arbres des Yvelines. J'ai ouvert le réfrigérateur. Il y avait là la boîte en plastique de bœuf bourguignon avec mon nom écrit soigneusement sur le couvercle avec l'écriture de Chloé. Cette petite étiquette délibérée m'a fait l'effet d'un point final après 6 ans d'effacement progressif. J'ai refermé la porte sans la sortir. C'est à ce moment-là que tout est devenu limpide. Je n'étais pas en colère de manière explosive comme j'aurais pu l'être des années auparavant. Au lieu de cela, un calme froid et clair s'est installé en moi, le genre de calme qui survient quand on arrête enfin de se mentir à soi-même. Je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti 2 valises du placard et j'ai commencé à faire mes bagages avec un soin méticuleux. Des vêtements, des documents importants, les quelques bijoux que ma mère m'avait laissés et le petit album photo que je gardais caché dans le tiroir de ma table de chevet. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait vraiment. En bas, à la table de la cuisine, cette même table en chêne où nous avions célébré des anniversaires, aidé aux devoirs et autrefois planifié notre retraite, je me suis assise et j'ai écrit la lettre que je composais dans ma tête depuis des mois. Ma main était ferme. Les mots venaient clairement. Au moment où Marc et les autres rentreraient de leur célébration, je serais déjà parti. La maison qui avait été notre rêve commun appartenait désormais à quelqu'un d'autre.
demain matin, de nouveaux départs commenceraient pour nous tous. J'ai scellé l'enveloppe, je l'ai placée sous la vieille boîte à biscuits que Marc m'avait offerte pour nos 15 ans de mariage, et j'ai jeté un dernier regard à la cuisine. Puis j'ai pris mes valises, éteint les lumières et franchi la porte d'entrée sans me retourner. Je n'ai pas toujours été la femme qui répondait « d'accord » et disparaissait dans la nuit. Il y a 27 ans, j'ai épousé Marc Dubois lors d'une cérémonie modeste, entouré de notre famille et d'amis qui croyaient que nous avions tout ce qu'il fallait pour que ça dure. J'avais 25 ans à l'époque, une professeure de lettres modernes passionnée au lycée, qui aimait plonger dans la littérature avec ses élèves et rêver au roman qu'elle écrirait peut-être un jour. Marc était un jeune commercial prometteur avec une ambition aiguisée et un rire facile qui me donnait l'impression d'être comprise. Nous avons acheté notre première maison ensemble, une grande meulière de 4 chambres dans une banlieue calme de l'ouest parisien, et nous l'avons remplie d'espoir. Pendant les 2 premières décennies, notre mariage a semblé solide. Nous avons eu Maxime, puis Camille. J'ai réduit mes heures de cours pour passer à mi-temps quand les enfants étaient jeunes, afin d'être là pour les spectacles de l'école, les rendez-vous chez le médecin et les discussions nocturnes sur leurs rêves. Marc a gravi les échelons de l'entreprise et j'ai soutenu chaque étape de son ascension. Je faisais ses valises pour ses voyages d'affaires, j'organisais des dîners pour ses clients à la maison et je gérais le foyer pour qu'il puisse se concentrer sur la construction de la vie que nous voulions tous les deux. Le soir, nous nous asseyions sur la terrasse avec un verre de vin et parlions de notre avenir, des voyages que nous ferions quand les enfants seraient grands, de la retraite dont nous profiterions ensemble. Notre vie n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Nous rions facilement. Nous nous disputions parfois, mais nous retrouvions toujours notre chemin l'un vers l'autre. Je croyais que c'était ça le mariage, être présent, même quand ce n'était pas prestigieux. Tout a commencé à basculer il y a 6 ans, lorsque Maxime a ramené Chloé à la maison. Au début, je l'ai accueillie chaleureusement. Elle était brillante, s'exprimait bien et semblait sincèrement s'intéresser à notre famille. Lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles après seulement 8 mois, Marc et moi avons aidé à payer une partie du mariage. Puis est venue la suggestion que les jeunes mariés s'installent chez nous pour 1 an ou 2 afin d'économiser pour l'apport de leur propre maison. Le nid vide m'avait semblé bien triste après le départ de Camille pour ses études, j'ai donc accepté sans hésitation. Je pensais que cela ramènerait de l'énergie dans la maison. Au lieu de cela, ça a lentement démantelé ma place au sein de celle-ci. Au début, les changements étaient subtils. Chloé a proposé de m'aider à réorganiser la cuisine, ce qui signifiait en réalité tout déplacer selon ses préférences. Elle a créé un agenda partagé sur Google pour les tâches ménagères et a poliment suggéré que je m'occupe de la plupart des repas car, comme elle le disait avec un doux sourire, « Tu cuisines tellement mieux que moi, Sylvie ». Marc a commencé à rentrer à la maison en demandant ce qu'il y avait à dîner avant même de dire bonjour. Quand j'essayais de partager quelque chose de ma journée, la conversation dérivait inévitablement vers le stress de son travail ou la dernière idée de décoration intérieure de Chloé. Maxime et Camille ont commencé à me traiter comme une ressource pratique plutôt que comme leur mère. « Maman, tu peux garder le petit ce week-end ? Chloé et moi avons besoin d'une pause. »« Maman, on a des amis qui viennent. Tu pourrais nous préparer ton fameux gratin dauphinois ?» Les demandes arrivaient avec moins de gratitude et plus d'exigence. Marc intervenait rarement. Si j'exprimais ma frustration, il soupirait et disait « Ils sont jeunes, Sylvie. » Nous étions débordés nous aussi autrefois. Aide-les, c'est tout. Je me disais que c'était temporaire. Je me suis convaincu qu'être utile revenait au même qu'être valorisé. J'ai complètement arrêté d'enseigner lorsque Chloé a suggéré qu'il serait plus facile pour tout le monde si je gérais la maison à plein temps. Tu mérites de te reposer, avait-elle dit. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que mon temps appartenait désormais à l'emploi du temps familial qu'elle contrôlait. Peu à peu, je suis devenu invisible au vu et au su de tous. Les conversations à table m'échappaient. Les projets de vacances et de fêtes se faisaient sans que mon avis ne soit sollicité. Quand j'essayais de me joindre aux discussions sur les finances ou les décisions d'avenir, Chloé détournait doucement le sujet pendant que Marc acquiesçait. La maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur pendant des décennies portait désormais les goûts de Chloé en matière de meubles, ses choix de couleurs de peinture et ses règles sur la façon dont les choses devaient être faites. J'ai continué d'attendre que Marc le remarque. J'espérais que l'homme que j'avais épousé finirait par voir ce qui se passait et me soutiendrait. Mais plus il s'élevait professionnellement, plus il devenait distant. Il s'était habitué à ce foyer qui tournait tout seul, aux repas chauds, au soutien silencieux et à l'absence de conflit. Mon rôle était devenu celui d'un personnage de second plan dans l'histoire de son succès. Ce jeudi soir,
alors que je m'éloignais au volant de la seule maison que j'avais connue depuis près de 3 décennies, je n'ai ressenti ni rage ni même de tristesse accablante. J'ai ressenti une immense clarté. 6 années de petite déconsidération, d'être mise sur la touche de ma propre vie, avaient mené à ce moment. J'avais tout donné à une famille qui avait cessé de me voir comme une partenaire pour commencer à me voir comme du personnel. Il était temps de me retrouver. Les changements ne s'étaient pas produits du jour au lendemain. Ils étaient arrivés silencieusement, comme Léo qui use la pierre, jusqu'au jour où j'ai à peine reconnu la forme de ma propre vie. Cela a commencé par de petits ajustements. Chloé réorganisait le garde-manger pour le rendre plus pratique, pendant que j'étais sorti faire des courses. Elle a remplacé les rideaux du salon par des doubles rideaux plus lourds qu'elle préférait, expliquant que cela donnait à la maison un aspect plus moderne. Quand j'ai mentionné que j'aimais les anciens parce qu'ils me rappelaient ceux que ma mère avait cousus, elle a souri et a dit « Il faut vivre avec son temps, Sylvie ». Marc, qui faisait défiler l'écran de son téléphone à ce moment-là, a simplement hoché la tête. La cuisine est devenue mon domaine exclusif. Chloé prétendait qu'elle apprenait encore et louait mes plats devant Marc, ce qui le faisait rayonner de fierté. Bientôt, les louanges se sont transformées en attentes. Sylvie, on reçoit les Martins samedi, ton bœuf bourguignon serait parfait. Ou en semaine, Marc travaille encore tard. Tu pourrais peut-être nous préparer un petit quelque chose. Je cuisinais. Je nettoyais. Je faisais les courses. La maison tournait à merveille. Et tout le monde s'est habitué à cet arrangement. Les enfants ont suivi l'exemple de leur père. Maxime, devenu un jeune cadre ambitieux comme son père, m'envoyait des textos en semaine. « Maman, tu peux aller chercher Lucas à la crèche jeudi ?» Chloé a son cours de vélo en salle. Camille, qui travaillait dans le marketing, passait souvent le week-end avec son linge à laver ou pour me demander de l'aide pour organiser ses soirées. « T'es la meilleure des mamans, disait-il, pendant que je pliais leurs vêtements ou que je gardais leur fils, mais les invitations à me joindre à eux se faisaient rares. C'est plutôt un truc de jeune, expliquait Chloé avec légèreté lorsqu'il sortait dîner ou voir des concerts. Marc avait changé lui aussi. L'homme qui me ramenait autrefois des fleurs après une semaine difficile rentrait maintenant à la maison en parlant principalement de politique de bureau et de son dernier gros contrat. Quand j'essayais de partager l'histoire d'un livre que je lisais ou une discrète frustration de me sentir mise de côté, il me tapotait la main et disait « Tu as la belle vie ici, Sylvie. Pas de délai, pas de patron sur le dos. » Il semblait sincèrement le croire. Dans son esprit, c'était moi qui avais le beau rôle. Les fêtes de fin d'année ont révélé les failles de plus en plus profondes. Le premier réveillon de Noël après leur emménagement, Chloé a pris en charge le menu et le plan de table. J'ai été affecté aux accompagnements et au nettoyage. Lorsque j'ai suggéré d'héberger ma sœur qui vit à Lille, Chloé a gentiment rétorqué que la maison était déjà pleine avec la venue de ses propres parents. Marc a convenu que c'était plus logique. J'ai passé cette soirée-là dans la cuisine, pendant que les rires fusaient de la salle à manger. Personne n'a semblé s'apercevoir que je m'étais éclipsé tôt. Les anniversaires ont suivi le même schéma. Pour mes 50 ans, ils ont commandé des plats à emporter et chanté un joyeux anniversaire expéditif avant que Maxime et Chloé n'annoncent leur deuxième grossesse. La conversation est immédiatement passée aux préparatifs pour le bébé. Marc m'a offert une carte cadeau pour un spa. Tu le mérites, m'a-t-il dit, mais il n'a jamais pris le temps de m'y accompagner. Notre anniversaire de mariage cette année-là est passé avec un simple texto de sa part lors d'une escale à l'aéroport, 27 ans. Ouah. Je t'aime. L'érosion financière a été plus subtile, mais tout aussi douloureuse. Quand l'idée de start-up de Maxime a eu besoin d'un capital d'amorçage, Marc a co-signé un prêt sans même parler au préalable. Quand Chloé a voulu refaire la salle de bain parentale, la facture a curieusement été prélevée sur notre compte joint, celui que j'alimentais depuis des décennies avec l'argent de l'héritage de mes parents et mes économies. C'est pour la maison familiale, disait Marc à chaque fois que je soulevais des inquiétudes. La maison était toujours à nos deux noms. Mais je ne m'y sentais plus chez moi. Même les moments de calme faisaient mal. Le matin, je m'asseyais sur la terrasse avec mon café, au même endroit où Marc et moi planifions autrefois notre avenir, pour entendre Chloé à l'étage expliquer à Maxime comment gérer la situation avec ta mère. Elle n'élevait jamais la voix, mais le ton portait clairement par les fenêtres ouvertes, patient, raisonnable et méprisant. Elle a de bonnes intentions, mais elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent maintenant. J'ai essayé de m'exprimer à plusieurs reprises. Un soir, après le dîner, j'ai dit à Marc que je me sentais invisible. Il m'a écouté, ou du moins a fait semblant,
puis a dit, Chloé t'admire. Elle essaie juste de s'intégrer et de gérer une maison moderne. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Ces mots portaient un avertissement silencieux, faire des vagues ne ferait que causer des tensions pour tout le monde. Alors, j'ai arrêté de faire des vagues. J'ai souri. J'ai cuisiné. J'ai aidé avec les petits-enfants. Je suis devenu exceptionnellement doué pour faire semblant que tout allait bien. À l'intérieur, cependant, un ressentiment constant s'est accumulé. Pas une colère explosive, mais un épuisement profond et las d'être considéré comme acquise dans la maison même que j'avais contribué à créer et à entretenir. Ce jeudi soir, debout, seul dans la cuisine avec la boîte de restes étiquetée comme le repas d'un pensionnaire, j'ai enfin compris la situation dans son ensemble. 6 années à être lentement effacées de ma propre histoire avaient atteint leur conclusion naturelle. Il ne me voyait plus comme une épouse, une mère ou une partenaire. J'étais devenu un meuble d'arrière-plan, utile, silencieux, et censé rester à sa place. Mais un meuble peut choisir de s'en aller. Cette nuit-là, pendant que Marc et le reste de la famille levaient leur verre au Georges V, je me suis assise à la table de la cuisine avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les restes de bourguignon sont restés intacts dans le réfrigérateur. Pour la première fois, j'ai refusé de jouer mon rôle assigné. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et passé en revue les documents que j'avais discrètement rassemblés au cours des 7 derniers mois. Tout avait commencé en mars après une énième conversation dédaigneuse où Chloé avait suggéré que je devrais contribuer de manière plus significative en gérant toutes les courses, la planification des repas et le grand ménage pendant qu'elle se concentrait sur le développement de sa carrière. Cette même semaine, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille, maître Sophie Claire, dans le département voisin. J'avais dit à Marc que j'allais faire un bilan de santé de routine. Il avait à peine levé les yeux de son téléphone. Maître Claire m'a écouté attentivement pendant que je décrivais la lente érosion de mon mariage et de ma place dans notre foyer. Quand j'ai eu fini, elle ne m'a pas offert de pitié. Elle m'a offert des options. La maison est détenue conjointement, a-t-elle expliqué. Mais vous avez des actifs séparés importants. L'héritage de vos parents est toujours intact. Vos assurances vie sont à votre nom. Vous avez des moyens de pression, Sylvie. Ces mots ont débloqué quelque chose en moi. Je n'étais pas prise au piège. J'avais le choix. Au cours des mois suivants, j'ai rencontré Maître Claire à plusieurs reprises tout en disant à ma famille que je faisais du bénévolat à la bibliothèque municipale ou que je rendais visite à une ancienne collègue professeure. J'ai fait estimer la maison discrètement. J'ai interrogé une agence immobilière qui travaillait de l'autre côté de la Seine sur un marché différent. J'ai même pris le train pour le sud de la France un week-end, sous prétexte d'assister à une foire aux plantes dans les collines douces des Cévennes. J'y ai trouvé un charmant mas en pierre avec 2 chambres et une véranda donnant sur les montagnes. C'était modeste comparé à notre meulière, mais j'y sentais un espace de liberté. J'ai fait une offre le jour même. Marc ne cesse jamais douter de rien. Il était trop occupé à courir après la promotion qui avait finalement abouti. Début octobre, toutes les pièces du puzzle étaient en place. La maison avait été mise en vente et avait reçu de solides offres en quelques semaines. La signature définitive était prévue pour le lundi suivant. J'avais déjà transféré des fonds, organisé l'intervention de déménageurs pour mes affaires personnelles et sécurisé ma nouvelle maison. Il ne restait plus que la dernière étape. J'ai écrit la lettre avec soin, choisissant chaque mot avec la même précision que j'utilisais autrefois pour corriger les dissertations de mes élèves. Je n'ai pas tempêté ni accusé. J'ai simplement exposé la vérité. Marc, au moment où tu liras ceci, je serai parti. La maison a été vendue. La vente a été finalisée hier, et les nouveaux propriétaires prennent possession des lieux demain à midi. Tes affaires doivent être enlevées d'ici là. J'ai réservé un garde-meuble si besoin. La clé et l'adresse sont dans l'enveloppe. Pendant 27 ans, j'ai soutenu tes rêves, élevé nos enfants et fait tourner cette maison. Ces 6 dernières années, j'ai été traité comme rien de plus qu'un personnel non rémunéré dans la maison que nous avons construite ensemble. J'ai payé une part du prêt, entretenu la propriété et accepté en silence d'être exclu des décisions familiales, des vacances, et maintenant de ta plus grande étape professionnelle. Je n'accepte plus ce rôle. Je déménage dans une nouvelle maison dans les Cévennes où j'ai l'intention de vivre dans la dignité et la paix. Le studio au-dessus du garage que nous avons acheté il y a des années comme investissement est maintenant disponible. Le loyer est au prix du marché. Maxime et Chloé peuvent s'y installer s'ils le souhaitent. Je te souhaite du succès dans tes nouvelles fonctions.
J'espère qu'un jour, tu comprendras ce que tu as perdu. Sylvie. J'ai cacheté l'enveloppe et je l'ai placée sous la boîte à biscuits. Ensuite, j'ai traversé chaque pièce une dernière fois. J'ai touché la rampe d'escalier sur laquelle les enfants glissaient quand ils étaient petits, j'ai regardé le jardin où nous avions autrefois planté des rosiers ensemble, et je me suis arrêté dans la chambre qui ne semblait plus être la nôtre. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait, mes vêtements, mes livres, des photographies et quelques meubles dont j'avais hérité de mes parents. Tout le reste, les choses que Chloé avait choisies et que Marc avait payées avec notre argent commun, je les laissais derrière moi. À 2 heures du matin, j'ai chargé la dernière valise dans mon SUV, j'ai reculé dans l'allée et je suis parti. Le quartier était sombre et calme. Dans le rétroviseur, les lumières de la maison se sont estompées alors que je tournais au coin de la rue. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais remarquablement sereine, comme si j'avais enfin aligné ma vie sur une vérité que j'avais évitée pendant trop longtemps. J'ai conduit toute la nuit, ne m'arrêtant que pour prendre un café et faire le plein. Au fil des kilomètres, le poids que j'avais porté pendant 6 ans a commencé à se dissiper. Lorsque le soleil s'est levé sur les montagnes des Cévennes, je savais que j'avais fait la seule chose qui avait encore un sens. Je m'étais choisi. J'étais parti juste après 2h30 du matin. Les valises étaient déjà dans le coffre de mon SUV, la lettre cachetée et attendant sur la table de la cuisine. J'avais fait un dernier tour de la maison, éteignant les lumières sur mon passage. Dans le salon, je m'étais arrêté près de la cheminée, touchant le cadre en argent qui contenait notre photo de mariage. Marc avait l'air si jeune et plein d'espoir. Puis je l'ai laissé là où il était. Certains souvenirs n'avaient pas besoin de voyager avec moi. Le moteur a démarré silencieusement dans le garage. J'ai reculé lentement, les pneus crissant doucement sur les graviers au bout de l'allée. Pas de musique dramatique, pas de larmes coulant sur mon visage, juste le faible bourdonnement de la voiture et le rythme régulier de ma propre détermination. J'avais conduit dans cette rue des milliers de fois, emmenant les enfants à l'école, allant faire les courses, ramenant Marc de l'aéroport. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression de la voir vraiment pour la première fois. Je me suis engagé sur l'autoroute en direction du sud. Les lumières de Paris s'éloignant derrière moi. Le trajet était long, près de 7 heures, mais j'accueillais la solitude avec joie. J'ai écouté un livre audio apaisant sur le jardinage, je me suis arrêté une fois pour prendre de l'essence et un café fort près de Clermont-Ferrand, et j'ai continué à avancer. À chaque kilomètre, la tension dans mes épaules s'atténuait. Je ne fuyais pas, j'avançais vers quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. L'aube a pointé alors que je roulais en Occitanie. Les montagnes des Cévennes se dessinaient au loin, douces et brumeuses dans la lumière matinale. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mon petit mas en pierre aux abords des Anduzes, le soleil s'était complètement levé. La maison était encore plus belle que sur les photos, des murs de pierre claire, une grande terrasse et une vue sur les collines à travers la fenêtre de la cuisine. Madame Odette Martin, la voisine retraitée qui avait accepté de garder un œil sur la propriété, m'attendait déjà avec un thermos de café et une assiette de brioche chaude. « Vous devez être Sylvie », a-t-elle dit avec un sourire sincère. « Bienvenue chez vous. » Ces 3 mots, « bienvenue chez vous », m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. Je l'ai remercié, la voix plus assurée que je ne le ressentais. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un était heureux de me voir sans rien attendre en retour. À l'intérieur, j'ai défait mes valises lentement. J'ai fait le lit avec des draps frais, j'ai rangé mes livres sur l'étagère du salon et j'ai placé une petite photo de ma mère sur le rebord de la fenêtre. Ensuite, je me suis assise à la table de la cuisine avec ma 2e tasse de café et j'ai enfin allumé mon téléphone. Il était éteint depuis mon départ de la région parisienne. L'écran a été inondé de notifications. 23 appels en absence, 12 messages vocaux, la plupart de Marc, quelques-uns de Maxime et Chloé. J'ai appuyé sur lecture pour le premier, me préparant au choc. Sylvie, qu'est-ce ce qui se passe bordel? La voix de Marc était tranchante d'incompréhension. On est rentré à la maison et il y a des gens ici qui disent avoir acheté la maison. Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième était plus colérique. Ce n'est pas drôle. L'agent immobilier est là avec des papiers. Où es-tu? Les enfants paniquent. Au 5e message, son ton avait changé. J'ai lu la lettre. Sylvie, je ne comprends pas. On peut arranger ça. Dis-moi juste où tu es, s'il te plaît. La voix de Chloé a suivi, stridente et furieuse. Espèce d'égoïste. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille après tout ce que nous avons fait pour toi?
Maxime est anéanti. Appelle-nous immédiatement. Je les ai tous écoutés sans faire de pause, puis j'ai supprimé chaque message. Je n'ai ressenti ni triomphe ni cruauté. J'ai ressenti un soulagement teinté d'épuisement. Pendant 6 ans, j'avais absorbé leurs besoins, leurs rejets, leur cruauté ordinaire enveloppée de politesse. Maintenant, le silence m'appartenait. J'ai envoyé un seul texto à Marc avant de bloquer son numéro. Je suis en sécurité. La maison n'est plus ni à moi ni à toi pour la partager. Le studio au-dessus du garage est disponible au loyer du marché. Prenez vos propres dispositions. J'ai besoin de temps et d'espace. N'essaie pas de me trouver. Puis j'ai de nouveau éteint le téléphone et je suis sorti sur la terrasse. L'air du matin était frais et portait l'odeur des pins et de la terre humide. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Quelque part plus bas dans la rue, un voisin riait avec un enfant. La vie continuait, calme, ordinaire, et enfin mienne pour la façonner. J'avais exécuté ma sortie silencieuse à la perfection. Pas de dispute hurlante, pas de confrontation dramatique, juste la conséquence tranquille d'années passées à être considérées comme acquises. Ils avaient fait la fête sans moi. Maintenant, je recommençais ma vie sans eux. Les 3 premières semaines dans les Cévennes se sont écoulées comme une longue et lente expiration. Je me réveillais chaque matin au son des oiseaux et à l'odeur du café qui coulait dans ma propre cuisine. J'ai rejoint un groupe de randonnée douce qui se réunissait 2 fois par semaine, j'achetais des produits frais au marché paysan du coin et j'ai commencé à faire du bénévolat à la maison de quartier 3 matinées par semaine, pour aider les personnes âgées à acquérir des compétences informatiques de base et à rédiger des CV. Les petites choses m'apportaient une joie inattendue, choisir ma propre couleur de peinture pour le mur de la chambre, lire un roman sans être interrompu, et m'asseoir sur la terrasse avec un verre de vin pendant que le soleil plongeait derrière les montagnes. Mon corps, qui avait accumulé des années de tension, a commencé à se détendre. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Mais le passé a refusé de rester silencieux. Un mardi après-midi pluvieux, alors que je triais des livres sur la véranda, un SUV gris familier s'est garé. Chloé est sortie, son manteau de créateur détonnant complètement avec la simplicité des maisons de montagne. Elle m'a repéré immédiatement et a forcé un sourire inquiet en s'approchant. « Sylvie » a-t-elle appelé, la voix pleine d'une fausse inquiétude. Dieu merci, nous t'avons trouvé. Nous étions tous morts d'inquiétude. Je suis restée assise, ma tasse de café chaude entre les mains. Comment m'as-tu trouvé, Chloé? Elle a hésité juste un instant. Maxime a engagé quelqu'un. Nous devions nous assurer que tu étais en sécurité. Elle a gravi les marches de la terrasse sans y être invitée. Cette petite maison. Vraiment? Après tout ce que nous avons construit ensemble en tant que famille. Je l'ai étudié attentivement. La même femme qui avait autrefois réorganisé ma cuisine se tenait maintenant ici, ayant l'air légèrement dépassée par les événements. C'est à moi, ai-je dit simplement. Et c'est suffisant. Elle s'est lancée dans son discours préparé. Marc est dévasté. Il a perdu sa concentration au travail et a failli compromettre son nouveau poste. Maxime et Camille se parlent à peine à cause du stress. Nous avons dû emménager dans ce minuscule studio au-dessus du garage. C'est humiliant. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, j'ai posé ma tasse. Je suis désolé que vous ayez des difficultés, mais ce sont vos conséquences, pas mon urgence. Son masque a glissé. Tu as abandonné ta famille alors que nous t'avons donné un but pendant des années. Qui es-tu sans nous? La question ne m'a pas blessé comme elle l'aurait fait autrefois. Je me suis levé lentement. Je suis Sylvie Dubois, une femme qui s'est enfin souvenue de qui elle était avant de disparaître pour satisfaire les besoins des autres. Tu devrais partir maintenant. Elle a essayé une fois de plus, la voix montant dans les aigus. Marc vient demain. Il veut parler. Nous pouvons arranger ça. Vous êtes toujours mariés. Alors il pourra parler à mon avocate, ai-je répondu calmement. Notre mariage s'est terminé bien avant que je ne quitte les Yvelines. Au revoir, Chloé. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a fait demi-tour et est retournée à sa voiture. Je l'ai regardée s'éloigner avant de me rasseoir. Mes mains étaient fermes. Pour la première fois, je croyais vraiment à mes propres mots. Marc est arrivé 4 jours plus tard. Il avait l'air aminci, plus vieux, le confiant directeur régional avait laissé place à un homme fatigué dans des vêtements froissés. Je l'ai rencontré sur la terrasse à nouveau, cette fois avec 2 tasses de café déjà prêtes.
Une pour moi, une pour lui s'il choisissait de rester. Il a accepté la tasse, mais n'a pas pu croiser mon regard au début. J'ai lu la lettre 100 fois, a-t-il dit doucement. Je n'arrête pas de penser que si j'avais juste. Tu ne l'as pas fait, ai-je terminé pour lui. Ma voix était douce mais ferme. Pendant 6 ans, tu m'as regardé m'effacer et tu t'es dit que c'était normal. Tu as laissé Chloé diriger notre maison et notre famille pendant que je devenais la bonne. Il a grimacé. J'étais concentré sur le travail. Je pensais que tu étais heureuse de gérer l'intendance. J'avais tort. Je suis tellement désolé, Sylvie. J'ai cru qu'il le pensait vraiment à ce moment-là. Mais le penser ne suffisait pas, j'apprécie tes excuses, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas. Cette vie que je construis ici, c'est la mienne. Je ne l'échangerai pas contre la version de moi-même que j'avais dû devenir là-bas. Nous sommes restés assis en silence un moment. Il m'a parlé du chaos après mon départ, des disputes constantes entre Maxime et Chloé, du fait que Camille avait pris mon parti une fois qu'elle avait entendu toute l'histoire. J'ai écouté sans proposer de solution. Quand il a fini par demander s'il y avait une chance pour nous, j'ai secoué la tête. Pas comme les choses étaient. Peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une relation différente, mais pas maintenant. J'ai besoin de ce temps pour moi. Marc est parti ce soir-là en paraissant plus petit qu'à son arrivée. J'ai regardé sa voiture disparaître sur la route de montagne et j'ai ressenti une douce tristesse, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que nous avions tous les deux gâché. Puis je suis rentré, je me suis préparé à dîner et j'ai lu au coin du feu jusqu'à m'endormir. Les confrontations étaient terminées. La guérison avait véritablement commencé. 1 an plus tard, je me tenais sur ma terrasse, regardant la lumière d'octobre peindre les montagnes des Cévennes dans des tons ambrés et pourpres. L'air portait l'odeur vive des feuilles mortes et du feu de bois provenant de la cheminée d'un voisin. À 53 ans, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été pendant la dernière décennie de mon ancienne vie. Mes journées avaient un rythme paisible maintenant. Le café du matin sur la terrasse, le bénévolat à la maison de quartier, les randonnées de l'après-midi avec des amis qui ne me connaissaient que sous le nom de Sylvie, la femme qui aimait les livres, le jardinage et les conversations tranquilles. J'avais perdu près de 10 kilos sans essayer, surtout en marchant sur les sentiers et en cuisinant des repas que j'appréciais vraiment. Ma tension artérielle s'était tellement améliorée que mon nouveau médecin m'avait réduit mes médicaments. Les rides profondes d'épuisement qui marquaient autrefois mon visage s'étaient adoucies. Je souriais plus facilement. Je riais sans regarder par-dessus mon épaule pour voir si c'était approprié. Madame Odette Martin s'est approchée avec 2 tasses de son fameux jus de pomme chaud, s'installant dans le fauteuil à bascule que j'avais acheté spécialement pour les visiteurs. « Vous avez reçu du courrier de Paris aujourd'hui » a-t-elle dit en me tendant une enveloppe. On dirait que c'est de Marc. Je l'ai prise sans sentir la boule au ventre habituelle. À l'intérieur, il y avait une courte lettre et une photo. Marc et Camille me l'avaient envoyée. Maxime et Chloé avaient divorcé 6 mois plus tôt. Chloé était retournée vivre à Rouen pour se rapprocher de ses parents. Marc écrivait qu'il avait démissionné de son poste de directeur régional, non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il avait fini par réaliser le coup de la course au succès au détriment de tout le reste. Il faisait moins d'heures maintenant et consultait un thérapeute. Il s'excusait à nouveau, sans me demander de revenir, mais en espérant simplement qu'un jour je pourrais le laisser me rendre visite en tant qu'ami. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée à l'intérieur avec les autres. J'avais répondu à quelques-uns de ces messages au cours de l'année écoulée, des réponses brèves et polies qui maintenaient des limites claires. Nous n'étions plus mariés de façon significative. Le divorce avait été prononcé discrètement 3 mois plus tôt. Je ne ressentais aucune amertume, seulement l'acceptation sereine que certains chapitres se terminent pour que de meilleurs puissent commencer. Maxime avait également repris contact, en difficulté après tout ce qui s'était passé. Lui et Camille avaient tous deux commencé à voir à quel point ils m'avaient considéré comme acquise. Je leur parlais occasionnellement au téléphone, mais je gardais les conversations légères et limitées. J'étais leur mère, pas leur filet de sécurité. Ils apprenaient à voler de leurs propres ailes, et j'étais enfin libre d'en faire autant. Ma vie ici était riche de façon que je n'aurais jamais cru possible. Le groupe de randonnée était devenu constitué d'amis proches. Nous planifions des week-ends dans les montagnes environnantes et partagions des repas le vendredi soir. À la maison de quartier, j'animais un atelier d'écriture hebdomadaire pour les femmes de plus de 50 ans qui voulaient raconter leur propre histoire. Beaucoup d'entre elles traversaient des transitions similaires, divorce, nid vide, redécouverte de soi.
Nous nous soutenions mutuellement sans tenir de compte. Pour mon anniversaire le mois dernier, un petit groupe s'est réuni sur cette même terrasse. Nous avons mangé du gâteau, regardé le coucher du soleil et raconté des histoires. Personne ne s'attendait à ce que je les serve. Personne ne m'a fait me sentir invisible. Pour la première fois depuis des années, j'étais entouré de gens qui voulaient ma compagnie simplement parce que c'était la mienne. Alors que la lumière de l'après-midi s'adoucissait, j'ai pensé à la femme qui s'était tenue autrefois dans cette cuisine de la banlieue parisienne, tenant une boîte de restes. Elle avait été fatiguée, invisible et effrayée que le fait de se choisir elle-même ne signifie tout perdre. Elle s'était trompée. Me choisir m'avait rendu ma vie. J'aimais toujours Marc, de cette façon lointaine dont on aime quelqu'un avec qui on a partagé des décennies. Je tenais toujours à mes enfants, mais j'avais appris la différence entre l'amour et l'abandon de soi. J'avais appris que la paix n'est pas égoïste. Elle est nécessaire. Et j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la femme que j'ai toujours été censée être.